bonjour tout le monde. Merci d'être présent. Pendant que tout le monde est en train de se connecter, là, je vois les chiffres qui montent rapidement. Je vais en profiter pour me présenter un peu le webinaire qu'on va vous présenter aujourd'hui, puis vous partager certaines informations. Donc, je m'appelle Jérôme Leclerc, je suis le coordonnateur du RASDQ. On est vraiment très content de vous offrir ce webinaire-là aujourd'hui. C'est un webinaire qu'on avait hâte de vous partager et on espère qu'il va peut-être être le premier de plusieurs webinaires sur différentes thématiques là, qu'on aimerait partager avec vous. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, là, on va aller rapidement pour rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a beaucoup de matière qu'on veut couvrir avec vous. Donc, la formation devrait durer 45 à 50 minutes environ. On se garde un 10 minutes à la fin pour des questions que vous allez pouvoir déposer au fur et à mesure là, dans le Q&A en bas de votre écran. N'hésitez pas là, à mettre des questions si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions à la fin. On va quand même les noter et tenter de répondre là, à des questions par courriel au courant des prochains jours également. Comme je disais, c'est un premier webinaire, on veut en faire d'autres. On a différents projets également là, au sein du RSDQ dans notre volet formation qu'on veut développer. Donc, on veut également, là, dans les prochains temps, développer un répertoire des formations disponibles à l'intersection là, d'environnement, changement climatique et santé. Donc, on aimerait ça vous proposer ça dans les prochaines semaines, mois, ainsi qu'une offre de services personnalisée pour les organisations du réseau de la santé. Encore une fois, là, sur décarbonation, changement de pratique dans le réseau de la santé. Donc, beaucoup de projets à venir. Je vous invite là, à suivre le LinkedIn du RSDQ. On est assez actif. On publie là, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, ainsi que notre infolettre aussi qu'on publie chaque mois. Je vais vous rajouter les liens là, dans le chat. Donc, vous allez pouvoir vous inscrire. Je vais vous partager également l'adresse courriel du RSDQ si jamais vous avez des questions que vous aimeriez nous soumettre ou des projets, des discussions. On est ouvert tout le temps là, à discuter avec toutes les personnes du réseau de la santé. Donc, je me lance. Je vous présente notre présentatrice, Émilie Desforges. Donc, Émilie Desforges est orthophoniste. Elle travaille au sud du nord de l'île de Montréal depuis 5 ans et elle est impliquée avec le RSDQ depuis 2020. Elle siège sur le conseil de coordination du RSDQ et elle coordonne notre comité de formation. Donc, la formation qu'elle va vous présenter aujourd'hui, c'est une formation qui est issue de son expérience personnelle comme employée motivée à être un acteur de changement dans son milieu de travail, les différents obstacles qu'elle a rencontrés au courant de ces années-là. Donc, on a voulu tirer profit de cette expérience-là. On a offert, avec le RSDQ et nos partenaires de cascade, là, on a synthétisé ces connaissances-là, on l'a bonifié pour vous offrir cette formation-là. Donc, on espère qu'elle va vous satisfaire, qu'elle va répondre à vos interrogations. On a un questionnaire de satisfaction qu'on va vous mettre le lien également là, à la fin de la présentation, qu'on aimerait beaucoup avoir vos commentaires pour savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans les prochaines fois. Donc, Émilie, je vais te laisser prendre le relais. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui là, sur l'heure du dîner pour discuter de ces sujets là, qui nous intéressent beaucoup. J'ai déjà partagé à l'écran, vous le voyez, là, on va utiliser un petit sondage, une activité interactive là, par Menti. Vous pouvez, là, ceux qui connaissent déjà, vous êtes déjà peut-être connectés. Mais pour les autres, vous avez juste à écrire Menti dans votre moteur de recherche, là, par exemple Google. Si vous ouvrez le site web, ça va vous demander de rentrer le petit code ici là, avec les chiffres pour vous connecter, en fait, voir les questions et pouvoir y répondre. Sinon, vous pouvez aussi scanner directement le code QR et ça devrait vous emmener à la page. Il n'y en aura vraiment pas beaucoup, il y en a juste à quelques reprises dans la présentation. Là, si jamais vous êtes moins habile avec ça ou vous voulez plus être en mode écoute, là, c'est vraiment correct. Mais ceux qui savent un petit peu là, comment s'y prendre, ça ajoute toujours un petit peu de plaisir là, de savoir un petit peu votre avis en cours de route, puis de s'y ajuster. Fait que je vois déjà qu'on a des réponses, justement. Fait que la première question était: quelle est votre profession? Parce qu'on est beaucoup de professions différentes à offrir dans le milieu de la santé. Je vois qu'on a quand même déjà beaucoup de différentes professions là, qui sont là. Je suis contente aussi que je vois des choses comme psychoéducatrice, travailleuse sociale, un peu plus services sociaux. Moi, comme orthophoniste, je travaille plus dans le volet services sociaux aussi. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant là,
de nous avoir à la table. Des fois, c'est un petit peu plus médical, quoique c'est très important aussi. Pharmacienne, très intéressant. Physiothérapeute aussi. Donc, OK, ça touche vraiment aussi des gens du milieu syndical, très bien. Ça, je suis vraiment contente de voir ça. Organisatrice communautaire, très intéressant. Parfait. Fait que je pense que ça représente encore une fois un peu notre étudiant en médecine aussi. Future personnes là, qui vont être dans le réseau de la santé. Donc, vous voyez, je pense un petit peu justement la diversité, là, la diversité là, dans notre milieu. Excellent. Fait que, attaquons. Euh, quatre points un petit peu, quatre thèmes principaux là, sur notre présentation aujourd'hui. Les deux premiers, c'est vraiment juste une petite mise en contexte très, très rapide pour mettre la table. Le cœur de la présentation, c'est vraiment choisir un projet pertinent, puis trouver et s'adresser aux bonnes personnes. Je pense que c'est vraiment là le gros là, de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Donc, allons-y, attaquons. Changement climatique et santé. En fait, pourquoi je voulais juste prendre un petit 2 minutes pour en parler? C'est parce que j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent que de faire toutes ces actions-là en lien avec la décarbonation du réseau de la santé, tout ça, c'est un petit peu pour être gentil. Mais c'est pas pour être gentil. C'est parce qu'on sait que les changements climatiques, en fait, c'est la plus grande menace à la santé humaine. C'est l'Organisation mondiale de la santé qui nous le dit depuis déjà presque une décennie. Alors, en fait, les retombées là, des changements climatiques vont avoir des impacts sur la santé humaine à toutes sortes de niveaux. Je ne vais pas toutes les adresser, encore une fois, ce n'est pas le but de la présentation aujourd'hui, mais je pense que c'est important de savoir pourquoi on le fait. Euh, une fois qu'on sait pourquoi on le fait, on est d'autant plus motivé à le faire, ce changement-là. Donc, là, ça, c'était comme une petite vue d'ensemble, là, si jamais vous regardez la figure. Mais tu sais, si on se concentre un petit peu plus, principalement au Québec, au Canada, mais c'est sûr que nous, on sait que les canicules vont être de plus en plus fréquentes, surtout dans des îlots de chaleur, dans les milieux urbains, des inondations, je pense qu'on y a déjà goûté. Hausse des événements météo extrêmes, on y a déjà goûté aussi, je pense au verglas l'année passée. La pollution atmosphérique, l'avancée de la maladie de Lyme, les tiques sont rendus là, au nord du Saint-Laurent déjà loin, loin. Les feux de forêt, on y a aussi goûté dans les dernières années. Donc, il faut comprendre que tous ces changements-là, bien, ça fait une augmentation de la demande pour des services en santé et en services sociaux, aussi en services sociaux. Euh, et en même temps, mais parce que nos bâtiments et les personnes qui travaillent dans le réseau, nous aussi, on est affectés par ces choses-là, mais ça diminue notre capacité d'offrir ces services-là à la population. Tu sais, on peut s'imaginer un CHSLD qui est pris là, dans une inondation ou un feu de forêt, il faut l'évacuer, mais ça a des impacts énormes sur notre capacité là, à pouvoir offrir les soins dont ces personnes-là ont besoin. Donc, encore une fois, c'est pas pour être gentil qu'on veut faire ces choses-là. C'est vraiment parce que c'est nous aussi, comme travailleurs et travailleuses du réseau de la santé et des services sociaux, qui vont avoir à gérer cette demande-là en soins et en services qui va être plus grande à cause des changements climatiques. Donc, un peu le pourquoi. Et ça, c'est comme un côté de la médaille. Et l'autre côté de la médaille, ben, c'est que le réseau de soins qu'on a en ce moment, lui-même, contribue au changement climatique. Donc, on contribue nous-mêmes à créer les phénomènes qui vont faire qu'on va avoir plus de demandes à gérer après. 4,6 c'est à peu près l'estimé qu'on a, la mesure qu'on a des émissions de GS du secteur de la santé au Canada. Donc, ce n'est pas négligeable. J'ai mis encore une fois un graphique là, qui donne un petit portrait global. Le but, ce n'est pas de tout l'adresser avec vous. Mais oui, on a un impact. Nos activités ont un impact sur l'environnement et donc sur la santé des gens qu'on soigne nous-mêmes. Pas juste les émissions de gaz à effet de serre non plus. Là. On va y revenir. Là, il y a d'autres choses là, qui font que malheureusement, nos actions aussi font partie du problème. C'était une petite citation là, que je trouvais qui résumait vraiment bien l'idée. Là. Donc, paradoxalement, le système contribue lui-même au problème de santé environnementale. Donc, c'est pour ça là, aussi qu'on veut l'adresser. Voilà. Si jamais cette partie-là, là, ce thème-là, vous voulez en apprendre davantage, peut-être que pour certains, c'est déjà connu, peut-être que pour certains, c'est une découverte. Il y a cette petite vidéo-là, je ne vais pas la faire jouer, mais elle dure juste 4 minutes. Malheureusement, je l'ai juste trouvée en anglais. Je pense que ça résume extrêmement bien le propos. Puis il y a plusieurs des ressources là aussi qu'on va vous présenter aujourd'hui là, qui est sur les sites web là, de ces ressources-là où ça en discute de long et en large. Voilà. Euh, donc, comme j'ai dit, c'était la petite mise en bouche, mais là, on va aller vraiment dans le gros du sujet. Choisir un projet pertinent, comment avoir un impact. Euh, souvent, souvent, quand les gens, j'ai quand même parlé au cours des dernières années à beaucoup de gens, quand les gens ils viennent et qu'ils ont des idées là, de projets dans leurs équipes ou dans le réseau et tout ça,
ils voient beaucoup les choses, tu sais, qui sont très saillantes, qui sont très visibles. Je mets des exemples, peut-être que vous-même vous les avez en tête, là, mais par exemple, ah, il y a encore des pailles en plastique à la cafétéria, des bouteilles d'eau en plastique, il y a encore des couverts en styromousse, beaucoup de choses qui reviennent autour de la cafétéria, c'est normal. Tu sais, beaucoup de choses qui reviennent en lien avec les déchets. Il y a des gens qui me parlent du transport en commun qui est déficient, des vélos, tu sais, on ne peut pas venir au travail en vélo. Donc, beaucoup de choses comme ça. C'est toutes des bonnes idées, mais est-ce que c'est là où ça a le plus d'impact? Puis est-ce que c'est là aussi qu'on a la capacité, nous, comme individus, de faire le plus gros changement? C'est un peu ces questions-là que je veux qu'on se pose ensemble aujourd'hui. Donc, autant vous donner un peu de l'information sur des exemples d'endroits où il y a finalement peut-être un impact plus grand à aller chercher, mais aussi faire réfléchir sur il est où votre pouvoir à vous. Donc, c'est là où un peu on s'en va. Question de terminologie, je ne vais pas y revenir continuellement là, dans la présentation, mais je veux quand même juste faire un petit point. Euh, des fois, on entend des mots comme atténuation ou adaptation. Donc, je veux juste préciser que atténuation, c'est vraiment n'importe quelle action qui vise à réduire l'empreinte environnementale du réseau de la santé. On pense souvent en GES, là, mais ça pourrait être autre chose aussi, là, comme les déchets, tout ça. Tandis que adaptation, c'est plus se préparer justement aux changements et aux impacts qui s'en viennent, se préparer aux événements extrêmes, ou adapter nos pratiques là, selon les gens là, qu'on va recevoir, à qui on veut offrir nos services. Voilà. Fait que des fois, si j'utilise ces termes-là, sachez un petit peu la différence. Ça revient aussi souvent dans les genres de ressources là, qu'on peut lire sur les sujets. OK. Fait que ça, c'est les catégories là, qu'on va survoler ensemble aujourd'hui. Euh, Pas toutes, mais presque toutes. Elles sont tirées de quoi? Elles sont tirées d'un document qui s'appelle l'agenda du Global Green Healthy Hospital. J'ai revérifié la version la plus à jour et toujours seulement disponible en anglais ou en espagnol, malheureusement pas en français. Mais si une de ces deux langues est accessible pour vous, je pense que ça reste quand même un outil intéressant là, pour juste comme avoir une bonne vue d'ensemble, bien vulgarisé, un peu général. Puis eux, ils divisaient un peu en fait en 10 catégories là, les actions à entreprendre. Euh, Puis c'est souvent les catégories qui reviennent. Il y en a d'autres des fois là, où c'est divisé différemment, mais ça revient quand même souvent à ça. Fait que c'est un petit peu là, les points là, qu'on va couvrir ensemble. Leadership. Euh, c'est drôle parce que quand je faisais cette présentation-là, puis que j'y pensais, je me disais, ah, ça, c'est tellement comme pas le point le plus intéressant parce que les gens, ils veulent du concret, les gens, ils veulent des actions, ils veulent voir des choses tangibles là, qu'ils peuvent tenir avec leurs mains. Mais au final, puis ça, c'est les dernières années qui me l'ont montré, le leadership, ça a finalement une énorme importance pour faire avancer cette cause-là. Parce que, oui, c'est sûr qu'on veut voir les changements concrets, mais si à la base, au sein même de nos établissements, on n'a pas une gouvernance qui le favorise, ben, ça devient vraiment plus difficile. Puis si à la base, même au sein de nos petites équipes, là, chacun de notre côté, on n'a pas des personnes qui sont motivées puis qui veulent faire les changements avec nous, ça devient plus difficile. Fait que c'est pour ça que cette notion-là de leadership revient finalement tout le temps. Puis peut-être que pour certains d'entre vous, ben, c'est peut-être dans vos forces, c'est peut-être dans vos forces naturelles d'être un leader dans votre équipe ou d'être capable d'emmener un peu des discussions nouvelles autour de la table. Fait que si vous sentez que c'est une force chez vous, ben, juste ça en soi, c'est déjà un énorme plus. Fait que des exemples, ben, c'est sûr de la formation à des collègues, puis ça peut être des formations externes. Là, aujourd'hui, vous êtes ici à un webinaire formation, des campagnes de sensibilisation aussi au sein de l'établissement. Peut-être qu'il y en a déjà dans vos établissements. Promouvoir les initiatives, tu sais, d'avoir des instances là, qui sont capables de faire rayonner les projets qui se réalisent, soit par exemple, la communication, là, les notes de service ou je ne sais trop. La recherche aussi, des fois, on a des CIUS avec un U dedans, donc universitaire, est-ce qu'il peut y avoir de la recherche faite sur ces sujets-là? Les politiques, ça semble très aride, encore une fois, je le sais, mais il faut des politiques en approvisionnement, il faut des politiques en gestion de matières résiduelles. Il faut qu'il y ait ça au sein de l'établissement pour que les vrais changements très concrets s'opèrent là, à l'échelle qu'on les souhaite. Ressources dédiées, je l'ai mis en gras, puis je pense qu'il y a même certaines personnes ici qui assistent là, qui vont peut-être se reconnaître, mais euh, c'est pas encore partout, je pense, mais de plus en plus d'établissements, là, de plus en plus de CCCIUS ont des ressources humaines dédiées, donc des gens que c'est ça leur travail. Et ça fait une énorme différence. Fait que déjà de demander ça, tu sais, d'être capable d'aller, là, vous n'êtes peut-être pas dans les sphères décisionnelles, mais c'est de demander qu'on tende vers ça, qu'il y ait des ressources dédiées. Ça, c'est très important. Et aussi, ben, communiquer avec la communauté. On est là pour desservir notre communauté. Fait que ça peut sembler un peu abstrait encore une fois, mais comme je vous dis,
je reviens aussi quand on va parler à qui parler, euh, d'être là, puis d'incarner le changement, puis de pousser sur les projets, ben, ça fait vraiment partie aussi des choses qu'il faut faire. Les déchets, le cœur du problème. Là, les déchets, on préfère toute une journée là-dessus, évidemment. On va s'en tenir à des plus petites choses. Donc, malgré les activités médicales, c'est intéressant, il y a beaucoup des déchets qui peuvent être traités comme des déchets réguliers ou qui n'ont pas besoin forcément de traitement très particulier. On sait, là, nos hôpitaux, nos CLSC, nos CHSLD, ça en produit énormément des déchets. C'est aussi quelque chose que tout le monde, tu sais, c'est très visible, les gens reviennent souvent avec ces points-là. Fait que pourquoi c'est si compliqué? Qu'est-ce qui rend ça si compliqué, les déchets? Bien, une des choses, c'est que ça implique vraiment plein de directions dans nos établissements. Ça implique les gens qui travaillent dans par exemple, s'il y a des services d'alimentation, ça va impliquer aussi les gens de l'hygiène et salubrité, ça va impliquer aussi les contrats que notre établissement peut avoir avec, par exemple, la ville pour le recyclage, le compost et tout ça. Donc, c'est comme très multiniveau. Ça implique aussi tous et chacun qui arrive devant les bacs et qui doit mettre ses choses à la bonne place. Fait que c'est toute une grosse, 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 grosse chaîne qui fait que tout le monde le veut, là, le compost, là. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Des fois aussi, il y a des enjeux d'espace. Tu sais, moi, on s'est souvent fait dire cet argument-là, je l'ai entendu. Tu sais, c'est comme le compost, on veut le faire, mais on n'a pas l'espace pour le stocker le temps que le jour de la collecte arrive. Puis ça reste qu'il faut que ce soit salubre. On est dans un établissement de santé, on ne veut pas que ça soit un vecteur. Bon, fait que vous voyez un peu le genre d'enjeux ou d'arguments qui peuvent être soulevés. C'est compliqué. Euh, c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qu'on produit comme déchets. Moi, j'avais vu ce tableau-là, je l'avais bien aimé. Moi, je travaille personnellement dans un CLSC, fait qu'on, sans surprise, le papier est le principal déchet. Par contre, quand ça vient là, plus au CHSLD puis aux hôpitaux, bien, on voit que c'est un peu plus diversifié. Il y a aussi beaucoup les culottes d'incontinence là, qui reviennent comme étant un des gros, gros déchets là, dans les CHSLD. Fait que, tu sais, de savoir aussi, quand je parlais, tu sais, tantôt, où mettre son énergie, quel impact on peut avoir. Ben, tu sais, moi, travaillant dans un CLSC, sachant que le papier, c'est le plus gros déchet, c'est quand même 51% des déchets, ben, je me dis que si je m'attaque à l'enjeu du papier puis que j'essaie de travailler avec mes collègues pour qu'on réduise notre consommation de papier, ben, je m'attaque peut-être au plus gros problème dans mon milieu. Tandis que oui, c'est vrai qu'il y en a un petit peu de résidus alimentaires, puis c'est vrai qu'il y a un petit peu de plastique qu'il faudrait recycler, mais c'est peut-être pas là le plus gros des impacts. Fait que, tu sais, ça aussi, là, en ayant ce type d'informations-là, ça peut nous aider là, à savoir où mettre notre énergie. Euh, Puis au final, avec les déchets, là, on va aller au Menti. Euh, L'objectif, là, outre, tu sais, avoir un compost, puis un recyclage efficace, puis bien trié, que les gens mettent les choses à la bonne place dans les bacs pour pas contaminer, puis tout ça, l'objectif avec les déchets, c'est juste d'en avoir moins à la base. C'est d'envoyer le moins possible de choses à l'enfouissement, mais de faire le moins de déchets, point. Fait que, qu'est-ce qu'on peut arrêter d'utiliser ou qu'est-ce qu'on peut réduire comme déchets? Là, je viens de vous donner un exemple, moi, dans un CLSC avec le papier, mais vous venez de plein de milieux différents. Fait que je passe au Menti, puis je vous pose la question, quel item ou équipement pourrait être réduit à la source dans votre milieu de travail? Fait que est-ce que déjà, aujourd'hui, vous avez une idée, peut-être que vous n'en avez pas aujourd'hui, c'est correct, mais est-ce que vous avez déjà une idée d'un exemple d'équipement ou un exemple de matériel que vous utilisez, vous, là, tous les jours dans votre travail, qu'on pourrait réduire à la source? Le papier, très, très clairement. Toutes celles qui sont dans les services sociaux, on peut réduire le papier. Les piquets, ça, je pense que c'est plus le travail. Ouais, j'imagine les piquets, du CHSLD au milieu hospitalier. Papier revient encore. Les blouses jetables élégants, tout à fait, tout à fait. On y revient, hein, du lavable, ce serait intéressant pour ça. Les masques, gants, oui, ça revient beaucoup dans les milieux hospitaliers. Contenants de plastique individuels pour les repas, je m'imagine, repas lors de la réunion. Ça me paraît quand même une cible facile, en effet, là, qui pourrait être utilisée rapidement. Gants, oui, ça revient beaucoup. Masque, papier. Miroir pour examen buccaux. Ah, intéressant. Peut-être plus dentiste, hygiéniste, je ne sais trop. Il y a peut-être quelque chose à faire là, du lavable. Nombre de courriels, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'on ne pense pas à ça, mais notre empreinte numérique aussi, elle a un poids, là. Elle aussi, ça implique des serveurs quelque part là, qui consomment de l'énergie. Fait que oui, avoir une saine gestion de courriel, ça peut être très intéressant. La nourriture à la cafétéria, oui, je sais qu'il y a beaucoup de contenants là. Papier à main, très intéressant. Médicaments, peut-être la personne déjà en pharmacie. Oui,
Oui, oui, il y a beaucoup de choses à faire là-dedans, j'y reviens. Verre à usage unique, en effet. Déplacement aussi, on va l'aborder. Parfait. Fait que, ouais, vous voyez, vous avez déjà plusieurs choses en tête. C'est sûr qu'il y en a qui sont un petit peu plus faciles que d'autres. Les examens inutiles, très bien. Les gens plus en santé physique, là. Donc, tu sais, d'éviter d'avoir à faire des, euh, des examens qui sont finalement pas utiles, ben ça, c'est réduire à la source directement, là. On n'a pas utilisé tout le matériel qu'il fallait pour faire cet examen-là. On n'a pas perdu le temps, les ressources humaines. C'est formidable. Fait que oui, fait que toutes des bonnes cibles déjà là, que vous avez en tête à laquelle on peut s'attaquer. Fait qu'une fois qu'on se dit, OK, c'est ça sur quoi je vais mettre mon énergie, ben là, comment je le fais? Bon, on continue. Yes. Voilà. Fait que les déchets, j'y reviens encore, là. Je sais que c'est un très gros morceau. Comme j'en pourrais faire 1 million d'heures là-dessus. Mais je pense que c'est vous, à titre individuel, posez-vous la question, qu'est-ce que je pourrais, surtout là, maintenant, dans mon présent, dans ma pratique, là, au quotidien, juste réduire pour qu'il y en ait juste moins à la base. Comme ça, après, quand mon établissement va faire atterrir le recyclage et le compost partout, ben si on a juste déjà moins de choses à mettre dans les bacs, ça va être d'autant plus facile. Exemple inspirant, plein de choses sur les déchets. Il y a des chiffres, là, vous voyez, pour des références, mais aussi des fois des liens. Quelqu'un m'a dit les gants, la campagne, les gants, pas tout le temps. Si vous n'avez pas entendu parler de ça, je vous invite vraiment. Il y a un hyperlien en plus, là, vous pouvez aller cliquer directement dessus quand vous aurez la présentation. Vraiment très intéressant pour réduire à la source les gants. Les masques, masques médicaux lavables, un gros coup de cœur qu'on a eu au colloque Synergie Santé Environnement là, le mois dernier, qui se développe. Une offre, en fait, c'est fait au Québec même. J'ai mis un lien, une source à la fin. Vous pouvez aller voir. La vidéo est disponible gratuitement en ligne. Oui, ça existe des masques médicaux là, qu'on peut utiliser en hôpital, là, lavables, avec des jaquettes lavables. Fait que ça, on vient de régler déjà une bonne partie, là, encore une fois, réduire à la source les déchets. Réduire le matériel utilisé à la pharmacie aussi. Là, il y a beaucoup de ressources là, qui existent pour ça. Donc, des exemples, mais il y en a vraiment beaucoup. Je pense que si c'est quelque chose que vous voulez approfondir, allez voir dans les ressources qu'on vous a mis là, sur ces sujets-là. Vous allez certainement tomber sur des bonnes idées là, qui s'approchent de ce que vous voulez faire. OK. Autre place où on peut aller chercher de l'inspiration. Beaucoup de choses aussi sur les déchets, pas juste les déchets, mais beaucoup de choses sur les déchets. C'est la plateforme Fort Climat Santé, donc qui permet de recenser des actions concrètes là, qui ont été faites partout au Québec. C'est une carte interactive. On peut classer aussi, filtrer par thème. Fait que bonne source d'inspiration. Voir des gens qui ont vécu les mêmes obstacles que vous, comment ils ont réussi à couronner ça de succès. Donc ça peut être vraiment une belle source là, pour si vous voulez aller voir des choses un petit peu plus spécifiques. Transport. Quelqu'un l'a mis aussi dans les choses qu'on pourrait réduire à la source. Le transport, c'est pas la première chose qui me vient en tête quand on pense à l'impact du réseau de la santé, mais pourtant, c'est énorme. Le transport des employés, le transport des usagers, le transport du matériel, des déchets, des échantillons, des tests de laboratoire, de ça. Il y en a énormément du transport. Fait que ça, c'est vraiment une opportunité incroyable parce que on sait en plus que si on change, ben, déjà diminuer du transport, par exemple, via la télépratique, là. Mais si on arrive aussi à changer le transport par du transport actif, bien, on fait vraiment une pierre mille coups, j'ai envie de dire, parce que moins d'émissions de GES avec les voitures ou le transport, mais aussi une meilleure habitude de vie, meilleure santé, inspirer des gens également à le faire plus d'activité physique. Donc, ça, c'est sûr que c'est gagnant, 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 gagnant à tous les niveaux. Puis là, c'est sûr que, puis il y a peut-être des gens de partout au Québec, là, il y en a qui vont dire, OK, mais moi, c'est pas possible pour moi de me rendre en transport actif au bureau. Parfait. Mais moi, je vous avais juste, je pose la question, là. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit possible? Fait que pensez-y. Puis après ça, si, c'est ça, les choses qui vont vous venir en tête, ben, ça pourrait être des choses intéressantes à aller demander. Je donne un exemple. Ça ne veut pas dire encore une fois que ça va arriver magiquement, mais au moins, si on arrive avec des demandes précises, c'est plus intéressant. Mais tu sais, des supports à vélo sécuritaires, bien situés, qui permettent aussi de faire du vélo par temps froid, douche, euh, du covoiturage. Du covoiturage, ça, c'est pas un petit vélo, mais on réduit quand même le nombre de voitures. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir accès à une plateforme de covoiturage pour les employés? Tu sais, donc, posez-vous la question si vous êtes en voiture solo en ce moment pour vous rendre au travail ou dans vos déplacements aussi vers le domicile des gens, hein, parce que c'est nos déplacements vers notre point de travail, mais aussi des fois dans nos activités professionnelles. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous puissiez faire du transport actif ou
du covoiturage? Il vous faudrait quoi? Puis là, ben, demandez ça. Je pense que ça, ce serait déjà un bon point de départ. Voilà, des tonnes de mesures possibles en transport. J'en nomme quelques-unes ici, mais on pourrait aller vraiment loin, là. Donc, d'avoir des rabais corporatifs, par exemple, sur des abonnements au transport en commun. Euh, Plus d'accès au transport public, c'est sûr que ça ne relève pas juste du secteur de la santé, mais quand même. Justement, des emplois à vélo, des douches pour les employés, du covoiturage. Est-ce qu'on pourrait avoir une flotte de véhicules électriques, mais même une flotte de vélos? Est-ce qu'on pourrait avoir une flotte de vélos? Moi, personnellement, j'en fais un petit peu du domicile. C'est souvent à moins de 5 km du CLSC. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir avoir un vélo pour au moins, tu sais, quand la chaussée est dégagée, là, aller faire mes visites à domicile en vélo. Euh, donc, ça peut être quelque chose qui peut être demandé. Téléconsultation, télétravail, c'est sûr que là, ben, on diminue à la source aussi là, les transports. Fait que tu sais, peut-être encore une fois que vous voyez pas, vous voyez plus les choses qui retroussent, là, les choses visibles, les déchets, c'est sûr, mais des fois aussi, juste des changements au niveau des transports, là, ça peut faire un très gros impact. Puis, oui, il y a des mesures qui peuvent peut-être, qui vont devoir passer par des plus gros changements, mais il y en a certaines. Tu sais, je lance l'idée, encore une fois, il faut être innovant. Mais est-ce que, tu sais, si vous êtes dans une petite équipe justement qui fait des visites à domicile, puis que c'est quand même un rayon délimité, vous n'avez pas non plus tout le monde besoin d'en faire en même temps. Tu sais, il y a des équipes comme la mienne où c'est quand même assez ponctuel. Ben, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui a un vélo qu'elle utilise plus ou moins à la maison qui serait intéressée à le mettre en vélo partage dans l'équipe, puis qu'on ait ce vélo-là? Tu sais, on a chacun notre case dans notre bureau, puis au moins on peut aller prendre le vélo. Ben, on vient peut-être de se sauver plusieurs dizaines de déplacements en voiture dans notre équipe par année. C'est là, c'est accessible. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit budget d'équipe pour acheter une petite remorque aussi à mettre en arrière de ce vélo-là pour transporter notre matériel? Ce serait une idée. Fait que c'est tout sur l'imagination, c'est la limite, là, il faut juste laisser aller sa créativité. Puis je ramène aussi au niveau du leadership. Tu sais, si vous êtes convaincu puis que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse puis que vous en parlez avec vos collègues, mais c'est peut-être là aussi que ça va faire que ces deux choses-là vont devenir possibles ensemble. Voilà. Alimentation. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau de l'alimentation. Euh, Beaucoup de gens aussi relèvent les choses au niveau de l'alimentation, autant les déchets à la cafétéria que le contenu des assiettes. C'est sûr que des fois, moi-même, tu sais, on est à côté d'un CHSLD. Quand je vais me chercher un repas à la cafétéria, c'est pas souvent végétarien, hein, on va se le dire, encore moins végétalien. Pas toujours appétissant non plus. Voilà, et c'est sûr qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. Si jamais vous travaillez, j'ai pas vu ça dans le début, là, dans ma petite question, là, sonder le terrain, mais si vous êtes quelqu'un qui travaillait là, dans les services alimentaires, sachez que, ou qui connaissait des gens qui travaillent dans les services alimentaires, sachez qu'il y a une initiative vraiment formidable qui a été faite là, au sud, centre-sud, de développer des menus durables. En fait, c'est un projet, je pense, avec des nutritionnistes ou des diététistes, diététistes qui ont développé des menus pour, en fait, qui inclut toutes ces notions-là là, de moins de viande et tout ça, mais qui vont aussi dans le souci de respecter les goûts alimentaires des gens dans les CHSLD. Tu sais, ils ont testé ces recettes-là, elles étaient appréciées des résidents. Donc ça peut être vraiment très intéressant là, à ce niveau-là. Puis c'est déjà tout fait. Tu sais, les outils, ils existent, là, c'est clé en main, ça existe. Donc ça, c'est une belle ressource si jamais c'est quelque chose qui vous allume. Aussi, sachez que les surplus alimentaires peuvent être aussi récupérés. Il y a la tablée des chefs qui fait ça. C'est le petit 17, vous allez trouver la ressource. Donc, les surplus alimentaires peuvent être récupérés et redistribués. Donc, au moins, on se dit, OK, il en restait puis tout ça, mais ça ne va pas à la poubelle ou dans le compost. Ça va nourrir des gens. On le sait, on le voit tous les jours dans les médias comment c'est nécessaire. Fait que ça peut être des initiatives comme ça qui sont possibles et qui se font déjà au Québec. Voilà. Euh, Autre citation ici, j'attire surtout votre attention là, par rapport à l'alimentation, là, mais à peu près la moitié des repas qui sont produits, créés dans le réseau de la santé finissent à la poubelle. C'était l'estimation là, dans le document, là. Donc, c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc, il y a clairement de la place à l'amélioration à ce niveau-là. Si, comme je dis, si vous avez à traiter avec ces équipes-là ou que c'est vraiment un sujet d'intérêt, ben, il y a eu quelques ressources ici pour vous. Puis, pensez à qui, quand on arrive à qui parler, là, on y revient aussi.
Médicaments, j'ai vu des gens avec les pharmacies. Je pense qu'il y a de plus en plus un mouvement dans les pharmacies. Pharmacies en milieu hospitalier aussi, là, ça peut être communautaire, mais ça peut être aussi en milieu hospitalier, pour essayer de diminuer les déchets liés à ça. C'est sûr que moi, je ne suis pas pharmacienne, je n'ai pas vraiment une expertise pointue sur les médicaments, mais il y a clairement beaucoup de ressources qui existent déjà pour si vous voulez faire un changement à petite échelle. Puis j'ai mis aussi, parce que c'est du côté des médicaments, là, mais les inhalateurs, tu sais, les pompes, ça, moi, je ne savais pas, j'ai découvert ça dans les dernières années. C'est un énorme émetteur de GES. Donc, les gaz anesthésiants aussi, là, qui est utilisé pendant les chirurgies, c'est un énorme émetteur de GES. Donc, mais il y a moyen, il y a des alternatives déjà qui sont connues d'autres sortes de pompes qui ont, de ce que j'ai compris encore une fois, je ne suis pas pharmacienne ou médecin, mais des valeurs cliniques pareilles. Cliniquement, ça a la même valeur, mais qui vont pouvoir avoir un impact beaucoup moins important. Encore une fois, il existe des guides là-dessus. Il y a des projets qui ont été faits sur ça. J'en ai même vu récemment, entendu parler d'un au CHUM. Donc, c'est là. Si vous êtes en pharmacie et que vous voulez essayer de plancher là-dessus, l'information, elle existe. Et c'est un très beau. Où ça a de l'impact, ça, c'est sûr que c'est un impact là, auquel on peut s'attaquer, qui va faire une grosse différence en termes de GS, mais qui va aussi faire une grosse différence en termes de déchets. Puis on n'a pas besoin de couler du béton. On dit ça comme ça, là, mais c'est quand même quelque chose qui est facile à changer, qui ne demande pas forcément des coûts exorbitants là, euh, pour l'établissement. Donc, ça peut être une belle voie là, à explorer. On passe aussi aux médicaments. Tantôt, on parlait de l'impact que ça peut avoir, mais aussi le rejet des médicaments inutilisés ou même juste par les égouts, là, une fois que ça a passé dans le corps des gens, des fois. Donc, ben, cette partie-là, ça, c'est vraiment compliqué, mais au moins d'avoir une possibilité de ramener les médicaments qui ne sont pas utilisés. On peut déjà le faire à la pharmacie, là, mais tu sais, c'est au moins les gens, tu sais, quand ils prescrivent ou ils donnent des médicaments, puis que la personne part avec ça chez elle, mais si on l'a sensibilisé au fait qu'elle peut les ramener à sa pharmacie après à la place de les jeter, ça a un énorme effet sur l'environnement. Puis ça ne coûte rien. C'est de prendre le temps de sensibiliser la personne. C'est pas garanti qu'elle le fait, mais on peut tout de même essayer. Donc, c'est ce genre de sensibilisation-là faite auprès des gens là, quand on prescrit, ça peut être intéressant. Euh, voilà, puis ben, autre avenue en lien avec la décroissance des prescriptions alternatives non pharmacologiques. Encore une fois, moi, je ne suis pas experte là-dedans, mais il existe beaucoup de mouvements. Je pense à Choisir avec soin, entre autres, qui abordent ce sujet-là là, avec des exemples très concrets. Donc, si c'est dans vos intérêts, en lien avec votre profession, sachez que les informations, encore une fois, ils sont là. Fait que justement, je les ai mis ici, là, deux principaux là, en lien avec ça. Là. Choisir avec soin, puis Maillon Vert, là, qui est une firme là, qui aide les pharmacies à adopter un chemin d'éco-responsabilité, on va le dire comme ça. Fait que c'est intéressant là, à ce niveau-là. Bâtiment, là, on ne passera pas 1 heure là-dessus parce que je dirais que ça, c'est un aspect qui est moins à la portée d'un individu seul dans sa pratique au quotidien. C'est sûr qu'il y a énormément à faire là, dans la conception même des bâtiments. C'est pas vous là, ou moi, orthophonistes, qui allons changer ces choses-là. Mais bon, c'est bien de savoir qu'il y a certaines personnes qui y pensent puis qui essayent déjà pour les hôpitaux qui sont en construction actuellement. Là, celui à la droite que vous voyez ici, celui proche de chez moi, la Vaudreuil-Soulanges. Puis, bon, la petite partie du beau stationnement ici avec les toits verts, je pense que finalement, elle a été coupée du projet. Mais quand même, il y avait vraiment un souci d'aller chercher des certifications, d'aspects éco-énergétiques et tout ça. Fait que, bon, cet aspect-là des bâtiments, moins à la portée d'un individu, mais quand même, si des choses qui vous intéressent, ben, il n'y a pas juste le béton puis le bâtiment lui-même, il y a aussi le terrain sur lequel on se trouve. Il y a moyen de faire des petits projets là, à plus petite échelle, même des fois pilotés par juste quelques personnes. Pas toujours facile, mais c'est faisable. Au niveau là, surtout s'il y a une occasion parce qu'ils refont le stationnement, par exemple, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des zones là, d'absorption d'eau avec plus de verdure, planter des arbres, planter des plantes. Là-dessus, là, puis là, j'ai une très bonne nouvelle, si vous êtes dans la région métropolitaine de Montréal, je ne sais pas si c'est dans la ressource encore, mais c'est sûr que ça apparaît quelque part dans mes ressources, la Sauverdi. Vous allez voir ça, organisme très intéressant qui plante des arbres. Nous, au sud du Nord, là, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais parce que c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai comme participé au début de ça là, pour pousser pour que les terrains soient verdis. Puis maintenant, ben, quelques années plus tard, on a un plan de verdissement avec la Sauverdi. Ils vont planter des arbres et
centaines, voire des milliers d'arbres là, sur tous nos terrains là, de l'ensemble du CIUS. Fait que vraiment intéressant là, pour avoir un bel impact à ce niveau-là. Encore une fois, parce que quelques personnes convaincues sont allées en leadership, sont allées revendiquer, demander, essayer de faire les liens, mettre les gens en contact, et on arrive à un résultat. Voilà. Le dernier point, j'ai pensé des fois, j'ai vu ça à certains endroits, mais des fois, même des jardins communautaires, même les terrains des établissements de la santé. Ça peut être vraiment des projets cool. Des fois, qui sont aussi juste portés par un petit groupe d'employés là, très localement, ça se fait. Il faut être motivé, il faut être ensemble, mais ça se fait. Autre idée de projet au niveau plus du cadre bâti. Voilà. Les achats, c'est ma dernière thématique, mais les achats, pas aussi simple que ça en a l'air. Ça, c'est sûr que c'est compliqué. Ça implique des contrats, ça implique des niveaux décisionnels beaucoup plus élevés que le nôtre sur le terrain. Mais c'est sûr qu'encore une fois, moins de choses on a acheté, ben tant mieux. Fait que n'importe quoi là, dans votre équipe qu'on peut se dire, ben ça, on en a-tu vraiment besoin? On peut-tu juste ne plus s'en servir? Ou l'acheter usagé. C'est plus difficile des fois de se faire rembourser ça. Mais quand même, ça peut être des idées. Moi, par exemple, j'ai un exemple, je travaille avec des enfants, là, on a une matériathèque, on a beaucoup de choses. Ben, tu sais, des fois, on essaie de trouver des choses plus usagées à la place d'en acheter du neuf. Mais bon, si jamais il y a des choses vraiment là, qui vous irritent, là, des irritants au quotidien sur les achats, le matériel que vous avez à utiliser, ben, sachez que oui, c'est possible de faire des suggestions et tout ça, mais ça risque d'être quand même un peu difficile de changer des contrats d'approvisionnement à court terme. À court terme. Voilà. Plusieurs ressources disponibles pour vous. Euh, je les ai mis ici toutes avec des hyperliens. Fait que c'est pour aller comme on n'allait pas creuser tous les aspects, mais si jamais il y a une idée, un thème là, qui vous a le plus accroché, ben, plusieurs exemples là, de ressources où vous pouvez trouver de l'information ici, puis à la fin aussi là, de la présentation. Je vais juste revenir, là, je vous ai montré comme beaucoup de thématiques. On nous a passé un peu en survol. Mais c'est juste pour, dans le fond, vous montrer que les voies d'action, elles sont vraiment multiples. Tu sais, il n'y a pas juste une chose qui va faire la différence dans le réseau de la santé. On a beaucoup de pain sur la planche, mais en même temps, ça donne beaucoup d'opportunités. Puis là-dedans, il y en a certainement plusieurs qui sont à votre portée à titre d'individu. Donc, tu sais, de les connaître, de se dire, OK, oui, c'est sûr que je suis tannée de voir les bouteilles d'eau à la cafétéria. Je reviens avec cela parce qu'il revient souvent. Mais qu'est-ce que moi, je peux faire un petit peu plus proche de moi? Et je continue sur cette idée là, dans quelques diapos. Un mot aussi sur la décroissance. J'ai mis prévention, prévention, prévention. Là, je m'adresse, j'ai vu beaucoup de titres d'emploi là, qui sont plus dans les services sociaux. Je m'adresse particulièrement à vous. Nous, dans les services sociaux, là, on a un travail incroyable qu'on peut faire pour ça, qui est invisible, qui est difficile à mesurer, mais qui, au final, peut vraiment aider. Je vous donne un exemple, encore une fois, très concret de mon vécu. Mais moi, comme orthophoniste, je travaille auprès de familles. Je suis dans un quartier où il y a beaucoup de vulnérabilité. Je connais les familles auprès desquelles j'interviens. Fait que pendant l'été, quand il y a des grosses vagues de chaleur, mais moi, je n'hésite pas, même si ce n'est pas du domaine là, du langage et de la communication là, des familles que j'accompagne, mais je leur demande, tu sais, c'est qui à la maison qui vit avec vous? Des fois, je sais qu'ils ont des bébés, je sais qu'ils ont des personnes âgées. Ben, je m'assure, tu sais, est-ce que vous avez l'air climatisé? Est-ce que vous savez où sont les points de rafraîchissement pour aller? Est-ce que vous savez, tu sais, que tu sais, si ça ne va pas, vous appeler quelles ressources là, avant que ce soit le 911? Fait que juste de faire cette prévention-là, encore une fois, c'est difficile à mesurer, mais on s'évite peut-être quelques déplacements en transport ambulancier qui se ramassent à l'urgence, là. Et là, on vient de sauver combien de ressources temporelles, humaines, financières, matérielles, pas de déchets, pas de GS, juste parce qu'on a fait de la prévention. Fait que tout acte comme ça, là, puis ça, je pense que les services sociaux, on pourrait vraiment occuper un plus grand rôle là-dessus. Tout acte comme ça, ben allons-y, investissons-les. Puis ça, c'est pas, c'est à portée de nous, là, comme cliniciens, comme cliniciennes, dans notre équipe, d'en parler puis de se dire, hey, quand il y a tel événement, là, on va essayer de faire ça auprès des gens avec qui on intervient. C'est sûr que dans les places comme le SAD, le service d'aide, soins à domicile, ils ont des fois des procédures un peu plus élaborées, tu sais, comme concrètes en place, mais c'est pas dans toutes les équipes, tu sais, dans les services sociaux, mais on peut le faire. C'est des choses qu'on peut faire. Donc, un autre exemple aussi, sauvons à la source, à la source, le plus important. Voilà. Fait que, comme je viens de le dire, justement, les voies d'action, elles sont vraiment multiples, puis on n'a pas besoin d'être un expert ou une experte sur ces sujets-là pour être capable de prendre un petit projet sous son aile puis d'aller le faire et le mener à bien. Euh,
faut juste la motivation, principalement, du leadership, j'en reviens avec ça encore. Puis savoir un petit peu, là, encore une fois, là, qu'est-ce qui pourrait avoir le plus d'impact, où j'ai envie de mettre mon énergie, puis à qui je dois m'adresser. Fait que la section qu'on vient de passer, c'était surtout ces aspects-là. Là, je vous renvoie, j'explique cette diapo-là qui est vraiment très importante pour moi, puis dans le guide aussi là, qu'on va vous donner là, à la fin de la présentation. Euh, après avoir vu un peu les thèmes et tout ça, je vous ramène à vous. C'est quoi mon cercle d'influence? C'est quoi les endroits où moi j'ai du pouvoir, où je peux faire une action, un changement? Je donne des exemples de choses qui sont dans votre cercle d'influence et d'autres qui le sont moins, probablement. Encore une fois, ça dépend le niveau à laquelle vous œuvrez. Euh, tout ce qui touche votre pratique professionnelle, celle de vos collègues, je viens de donner un exemple là, avec la prévention de mon côté. Je peux en donner un autre aussi. Euh, tu sais, ça, c'est peut-être moins sur l'aspect atténuation et tout ça, mais en termes d'adaptation, je trouve que ça rentre là-dedans. Mais tu sais, moi, j'essaie de sensibiliser de plus en plus les parents là, à passer du temps à l'extérieur et en nature avec leurs enfants parce qu'on sait les bienfaits que ça a pour la santé et le développement de leur enfant. On sait aussi en fait, c'est un beau facteur de protection. Qui aident leur développement. Fait que, tu sais, ça, c'est une adaptation à ma pratique que moi, j'ai faite. On ne m'a pas montré ça comme en orthophonie à l'université, mais ça m'intéresse, je me renseigne, j'en parle à mes collègues, puis je rentre ça dans ma pratique. Fait que ça, c'est dans mon cercle d'influence à moi. Ce qui touche notre consommation de ressources matérielles de votre équipe, encore une fois, j'ai vu beaucoup de papier revenir, là. Très belle cible là, ici, là. Très belle cible. Mais aussi des achats de matériel de bureau, de jouets, de matériel promotionnel, dans vos rencontres d'équipe. Il y a beaucoup de choses à aller de ce côté-là, diminuer à la source. Le tri des matières résiduelles dans mon équipe, on a parlé un peu des déchets, je vous ai dit, c'est complexe, mais tu sais, au moins, est-ce que sur votre étage ou au sein de votre environnement de travail, est-ce qu'on peut s'assurer que les gens ils savent ils sont où les bacs de recyclage et de compost s'il y a lieu? Est-ce qu'on peut s'assurer que les gens de notre équipe ils sont sensibilisés au fait que c'est important d'aller mettre leurs papiers en question, les papiers non confidentiels évidemment, dans le recyclage et pas dans leur poubelle? On serait surpris, mais ça arrive encore. Fait que, tu sais, ça, c'est un impact que nous, on peut avoir à notre niveau. Puis des fois aussi, ce qui touche des petits aménagements, là, le bâtiment de terrain sur notre point de service, des petits projets, comme je dis, de package jardin, je sais pas trop. Là, ce genre de choses-là, ça peut être fait quand même à petite échelle. Pas la plus grande des facilités du monde, mais ça peut être fait. Tandis que des choses qui sont peut-être un petit peu plus hors de notre portée, ça ne veut pas dire qu'il faut aller le demander, leadership encore, mais ça reste peut-être un petit peu moins dans notre champ à nous là, d'expertise. Mais tout ce qui va toucher des gros aménagements au niveau des terrains, des bâtiments, la gestion des matières résiduelles en termes de politique de recyclage et de compost, tout ce qui touche, comme je dis, les contrats d'approvisionnement, c'est pris quand même à des niveaux plus élevés. Puis les activités de la cafétéria, à moins que vous y travaillez, là, c'est vraiment votre terrain à vous. Allez-y, investissez-vous là-dedans. Mais c'est sûr que sinon, c'est peut-être un peu moins accessible quand on n'a pas les pieds dedans ou en contact direct avec les services alimentaires. Mais bon, quand même. Fait que j'ai mis le petit Mentimeter ici. Là, je vais d'en mettre, je vous ai montré comme les 4 points, là, c'est ce que je disais qui est plus dans mon champ d'influence à moi, à ma portée. Quel type d'initiative vous semble le plus intéressant, motivant? Il n'y a pas de bonne réponse. Je vous demande juste de partager puis de, d'inspirer les autres. OK. Quand même la diversité, j'aime ça. Ah ah, je vois les chiffres qui montent un peu, là. Je laisse quelques secondes. Je suis contente de voir le changement à ma pratique professionnelle, tu sais, parce que ça aussi, c'est pas quelque chose que les politiques institutionnelles de notre établissement peuvent venir vraiment changer. Tu sais, c'est notre champ de compétences professionnelles. C'est à nous de l'investir puis de le modifier euh, à notre image avec nos connaissances aussi. Donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment une partie sous-estimée là, qui peut être fait. Encore une fois, surtout pour mes collègues en services sociaux, là. On n'est peut-être pas avec des jaquettes, puis quoi que c'est encore drôle, mais on n'est peut-être pas avec des jaquettes, puis des masques, puis tu sais, 1 million de déchets là, dans une salle d'opération, mais on a quand même des belles choses à faire de notre côté, là. Excellent. Fait que je vois qu'il y a quand même encore une fois de la diversité, puis de genre des intérêts différents. Fait que c'est parfait. Allez-y avec ce qui vous interpelle le plus. C'est là que vous allez être le plus motivé là, pour porter votre sujet à bien. Il va nous rester quelques minutes encore, là, peut-être 10 minutes maximum, pour parler de à qui s'adresser là, dans nos établissements. Fait que déjà, je veux juste vous dire que, tu sais, pour ceux et celles qui viennent de cocher, là,
des changements à ma propre pratique professionnelle ou ceux qui n'avaient peut-être pas pensé avant, mais qui disent ah, ben oui, c'est vrai, peut-être qu'on pourrait faire des choses. Ça, là, ça ne demande pas vraiment l'approbation de grand monde, tu sais, dans le sens que, bon, vous avez, si vous êtes membre d'un ordre professionnel, vous avez des obligations déontologiques et tout ça, là. Mais ça nous appartient à nous, les professionnels de la santé, là, de faire ces changements de pratique-là. On discute avec nos collègues dans notre équipe, on essaie des petites choses, on essaie à petite échelle. Il ne faut pas beaucoup de permission ou de demander à des gens à des niveaux supérieurs, là. Donc, quand vous restez là, justement dans ce qui vous appartient comme professionnel, c'est votre jeu, c'est votre terrain de jeu à vous. Fait un autre argument de taille pour essayer de faire des changements à ce niveau-là en premier lieu. Mais sinon, si vous avez, tu sais, je voyais quand même des gens qui parlaient de déchets ou d'aménagement sur leur point de service là, au niveau un peu plus du bâti, bien, à qui je peux bien parler pour savoir comment faire avancer mes idées et mes projets? Je vous donne quelques idées. D'abord et avant tout, maintenant, depuis 2019, ça commence à faire un moment, dans chaque CCCIUS, c'est obligatoire, il y a un comité de développement durable. On va être honnête, ils ne sont pas rendus tous au même niveau, mais c'est obligatoire. Fait que c'est sûr qu'il y a au moins quelques personnes qui sont là. Et souvent, dans ces comités de développement durable-là, il y a des représentants des professionnels de la santé. Fait que, justement, le CMDP, le Conseil des médecins, pharmaciens et dentistes, conseil multidisciplinaire. Si vous êtes comme moi, mettons, en orthophonie, on est plus au conseil multidisciplinaire. Donc, tu sais, si vous êtes un professionnel de la santé comme ça, là, vous pouvez regarder un peu si c'est dans quel genre de. Est-ce qu'il y a des conseils, en fait, au sein de l'établissement qui vous représentent. Il y a sûrement quelqu'un de ces conseils-là qui siège, peut-être pas tout le temps, mais quand même souvent, au comité de développement durable. Fait que ça peut être une belle porte pour savoir un petit peu. Des fois aussi, les comités de développement durable, mais ils ont des pages sur l'intranet. On peut voir des notes de service passées. Tu sais, comme l'information, elle peut être accessible. Fait que déjà, d'aller se renseigner sur qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est en cours comme projet, ça, c'est vraiment intéressant là, de savoir là, qu'est-ce qui se passe. Puis des fois, ben, vous allez peut-être être surpris. Peut-être ça va être un petit peu plus de choses que ce que vous aviez imaginé. Aussi, il y a un responsable de développement durable qui souvent est aussi sur le comité de développement durable ou même en charge de. Ça aussi, c'est obligé. Donc, c'est chaque établissement, il y a un responsable du développement durable. Fait que si peut trouver cette personne-là, ça peut être intéressant de lui écrire. C'est souvent, je l'ai mis là du côté, c'est souvent dans les services techniques, les trucs de bâtiment, peut-être sinon au niveau plus de l'entretien. On m'a dit que certains endroits, c'était peut-être au département de ce qu'ils appelle l'hôtellerie, mais c'est plus rare, là. Fait que c'est souvent dans ces endroits-là. Puis, comme je vous dis, il y a de plus en plus, pas partout, mais de plus en plus, de CCCIUS où il y a vraiment des personnes que c'est leur emploi, là, c'est ça leur job à temps plein. Fait que ça, c'est vraiment intéressant de trouver cette personne-là si vous voulez en apprendre plus sur qu'est-ce qui se passe, peut-être parler de certaines idées, surtout si c'est des idées qui font un petit peu plus large là, que votre petite équipe. Ça peut être intéressant. Des fois, il y a aussi une adresse courriel dédiée, là, fait que ça, c'est une bonne porte d'entrée. Éco-CMDP, donc tout ce qui touche, ben, c'est pour médecins, dentistes, pharmaciens. Donc, si ça appartenait à ces professions-là, tout ce qui est très clinique aussi, c'est vraiment intéressant. Puis, il y a les CMDP, ça, il y en a partout. Mais de plus en plus, là, il y a aussi comme un petit sous-comité de ça qui s'appelle l'éco-CMDP, où ça discute vraiment de projets comme ça. Je vous donne un exemple. Là, dans l'éco-CMDP à Mont-Cécius, dans Mont-Cius, Mont-Cius, on a travaillé ils ont travaillé sur les inhalateurs, ils ont travaillé sur fermer des conduites de protoxyde d'azote parce que ça fait tout le temps puis ça fait des GES. Donc, tu sais, ce genre de projet-là, la campagne n'est pas tout le temps aussi. Donc, ce genre de projet-là peut être soutenu là, par les gens de ces comités-là. Les comités verts plus locaux aussi, il y en a. Ça, c'est vraiment, ça dépend de chaque place, là, mais il y en a des fois, on ne sait pas, mais même à même notre bâtisse là, de CLSC ou de CHSLD ou d'hôpital, il y a des gens qui ont fait des petits comités verts locaux puis qui essayent de faire des petites actions dans notre endroit, notre bâtiment. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Des fois, on peut les voir sur les pages Facebook des employés, euh, des babillards affichés, du bouche à oreille aussi. Donc, ça peut être intéressant de trouver des gens déjà dans votre milieu qui s'investissent là-dedans. Aussi, un gestionnaire de site, ça, c'est bon à savoir, mais règle générale, encore une fois, il peut y avoir des exceptions, mais là-dessus, il y a toujours une personne qui est en charge du bâtiment, tu sais, le site X. Fait que, tu sais, justement, si on essaie de faire un petit coin d'employé avec des plantes, des bacs à jardin, je sais pas, ben, ça peut être une personne là, à qui on peut trouver puis à qui s'adresser là, pour faire avancer notre projet. Je vais y aller vite, mais moi, j'avais parlé à une représentante de développement durable là, d'un des CIUS de Montréal il y a quelques années déjà. Puis, tu sais, je lui demandais, tu sais, comme justement, là, tu sais, quelqu'un motivé, là, mais qui ne sait pas trop quoi faire, là, tu sais. Puis, voici un peu ce qu'elle me répondait, mais elle dit, c'est sûr que n'ayez pas peur d'interpeller directement les gens.
Souvent, ça leur fait vraiment plaisir de parler à des gens motivés sur le terrain. Demander une adresse courriel s'il n'y en a pas déjà une, qui donne directement un accès au comité de développement durable. Je pense que c'est important. Demander aussi à ce que les initiatives, tu sais, plus on sait qu'on est à faire ces changements-là, le plus on se motive. Est-ce qu'il y a moyen de les faire rayonner dans les notes de service? Des fois, souvent, il y a un petit journal là, des bons coups. Là. Bon, ben, à chaque mois, est-ce qu'on peut les faire rayonner, ces actions-là? Puis de se faire entendre, là, vraiment. Là, elle-même, elle disait, si personne nous en parle, ben, c'est difficile pour nous de savoir que les gens sont motivés aussi. Fait que pas hésiter à contacter les gens directement. Puis quand on pense, tu sais, je dis, OK, quelqu'un a un projet, là, mettons de rack à vélo, là, je reprenais le rack à vélo, mais elle dit, ben, tu sais, c'est sûr que ça aide quand on arrive à présenter un projet de montrer qu'on est plusieurs à vouloir le projet. Tu sais, documenter l'appui, tu sais, arriver avec des signatures, arriver avec un estimé de nombre de personnes qui voudraient un autre rack à vélo, arriver aussi en proposant des solutions, pas juste en emmenant des problèmes. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va être retenu, mais il y a plus de chances que ce soit réalisé. Puis être aussi prêt à investir de notre temps personnel. On ne se le cache pas, là. C'est sûr que d'avoir quelqu'un qui va pousser puis qui va donner aussi de son temps, mais ça aide vraiment à ce que les choses arrivent pour vrai. Voilà. Puis je termine avec mon expérience personnelle. Tu sais, moi, c'est ça, quand je suis arrivée au Sud du Nord, j'avais toute cette bonne volonté et cette motivation-là, mais je ne savais pas où la canaliser. Puis moi aussi, je pensais au compost, puis aux pailles en plastique, puis tout ça. Fait qu'est-ce que j'ai fait comme étape? Ben, en premier, j'ai regardé sur l'intranet, puis sur ça, tu sais, pour voir un peu qu'est-ce qu'il y avait comme d'action, qui contacter. À ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose, j'ai pas beaucoup trouvé. J'ai demandé à ma chef, j'ai dit, est-ce que toi, tu aurais des noms, des accès, tout ça? Elle m'a sorti la politique de développement durable. J'étais, ah, OK, on a une politique de développement durable, c'est intéressant. Elle m'a aussi confirmé, là, c'est comme ça que j'avais appris ça, qu'il y avait un représentant du conseil multidisciplinaire qui était sur le comité de développement durable. Fait que j'étais comme, OK, parfait. J'ai contacté cette personne-là. Il a accepté de me rencontrer, de jaser avec moi. Je posais des questions, tu sais, sur, OK, c'est quoi les projets en cours, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, tout ça. Fait que, il répondait un petit peu au meilleur de ce qu'il savait aussi. Puis finalement, ben, c'est un jeu de circonstances, c'est juste arrivé un peu par hasard, mais finalement, il s'est comme désisté. Puis c'est moi qui ai pris sa place. Pour siéger, là, il me l'a offert, là, il dit, veux-tu prendre ma place? Fait que maintenant, je siège au comité de développement durable du CIUS comme représentante du conseil multidisciplinaire. Puis là, ben, une fois que j'étais là, encore une fois, tu sais, je pense leadership et tout ça, bon, fait que j'ai pas eu peur d'interpeller les gens, même si clairement, tu sais, moi, j'étais comme nouvellement orthophoniste employée au CIUS, puis eux, c'est comme les directeurs des services techniques, puis tout ça, tu sais, c'est comme la PDG adjointe du CIUS, c'est comme ouf, OK, c'est pas le même niveau, là. Ça donne un peu la frousse, mais en même temps, si personne parle, puis personne demande des changements, est-ce que ça arrive? Ben non. Fait que, à un moment donné, ben moi, j'intervenais beaucoup dans les rencontres, je donnais mon avis, je posais des questions, je challengeais. J'ai même écrit une lettre aux membres du comité en disant, écoutez, ça ne répond pas à l'urgence là, qu'on vit actuellement, là, puis à la vague qui s'en vient sur nous. Il faut, à ce moment-là, il n'y avait pas de ressources humaines dédiées. Là. Donc, il faut quelqu'un que c'est sa job à temps plein. Tu sais. Il faut qu'il y ait un budget pour faire ces changements-là. Il faut qu'on ait on s'engage là, pour atteindre la carboneutralité en 2040. Fait que, tu sais, encore une fois, le deux chiffres, là, mais bon. Puis est-ce que c'est juste à cause de Valette? Je ne vais pas prétendre ça, mais quelques mois plus tard, ben, ils ont embauché une première personne. Maintenant, ils sont trois dans cette équipe-là de développement durable, si je ne m'abuse. Puis, depuis, les changements déboulent nettement plus rapidement avec des changements au niveau de la gouvernance, au niveau des politiques, des changements au niveau ben, des projets qui démarrent à plus grande échelle, un plan d'action qui vise la carboneutralité. Et on est quand même, depuis un des établissements, je pense, les plus avancés là, au Québec là, dans leur démarche. Fait que, encore une fois, je ne vais pas prétendre que c'est tout grâce à moi. Là. Ce serait vraiment se penser plus important là, que ce qui est réellement. Mais je pense que ça montre quand même un peu qu'avec du leadership, de la motivation, puis de pas lâcher le morceau, puis de vouloir faire des changements, ben on peut y arriver. C'est moi, finalement, ça a pris même une ampleur beaucoup plus grande que ce que je soupçonnais au début. Mais encore une fois, autant proche de nous que des fois en poussant un peu plus haut, puis en n'ayant pas peur de demander des choses aux gens plus hauts que nous, ben on peut faire avancer la situation. Voilà. Fait que si je résume ça, choisir son projet, idéalement quelque chose le plus possible dans notre cercle d'influence. Puis choisir aussi quelque chose qui nous anime, qui nous motive, qui va nous permettre d'avoir la motivation pour qu'on le mène à bien. Préparer son plan, donc commencer à en parler aux gens autour de nous, trouver des alliés, penser à une façon de l'emmener qui va être un peu vendeur, là, un petit côté marketing, win-win. Puis le présenter, puis discuter avec les bonnes personnes. Donc,
clairement savoir il est où votre comité de développement durable, qu'est-ce qu'il est en train de se faire dans votre établissement, en parler à son gestionnaire, puis oser demander. Oser demander qu'il y en ait plus qui soit fait parce que le temps, vraiment, il presse. Euh, je pense je vais prendre quand même quelques questions, fait que je vais comme m'arrêter là, on fera pas le dernier Mentimeter, mais c'était pour vous demander en fait à qui vous alliez parler. C'était pour vous motiver, vous pouvez faire la réflexion au niveau personnel. Puis ouais, dernière chose, là, mais c'est une entrevue qui m'avait vraiment inspirée aussi, là, un médecin là, du NHS c'est en Grande-Bretagne. Puis il disait, tu sais, parlez-en aux personnes autour de vous, c'est important d'en parler quand on fait leadership. Écrivez aux personnes en position de pouvoir, ça revient à ce que j'ai déjà dit. Puis faites quelque chose vous-même, peu importe qu'est-ce que c'est, même si ça semble petit, il faut agir maintenant. Puis toutes les petites actions cumulées, ben, elles vont nous mener où on veut. Voilà. Fait que si vous êtes intéressé à en apprendre plus, il y a ici, puis ça va être mis aussi dans le chat, là, mais dans le Q&A, tous les liens là, pour RASDQ sur les réseaux sociaux. Voilà. Je pense que je vais arrêter le partage. Merci énormément, Émilie. Le temps aussi inspirant. Ça, c'était très terre à terre pour savoir tu sais, comment employer directement sur le terrain, quelles sont les pistes. Il nous reste un petit 4 minutes. À date, on a 2 questions dans le chat. Parfait. Donc, une première question de Mélanie Perrault. Salut Mélanie. Euh, Qu'en est-il de ce qui touche l'énergie consommée par les bâtiments? Oui, c'est vrai que c'est un point que j'ai pas abordé. Je vous dirais que ça demande vraiment là, c'est aussi un petit peu hors de mon champ d'expertise, mais comme je l'ai vu sur le comité de développement durable, il faut faire vraiment des audits là, pour vérifier tout ce qui est l'aspect énergétique du bâtiment et la consommation. Puis, encore une fois, il y a de plus en plus de CIUS qui font ces audits-là pour savoir. Puis, tu sais, je sais que de l'autre côté, j'ai des collègues qui me parlent de, ben moi, dans mon bureau au CLSC, le chauffage est allumé l'été, puis la clim est allumée l'hiver, là, ça n'a pas d'allure. Fait qu'il y a clairement beaucoup de travail à faire, mais ça, c'est vraiment le genre de question, si c'est quelque chose qui vous intéresse dans votre établissement. Donc, encore une fois, trouvez où votre comité de développement durable, puis posez-leur la question, est-ce que c'est des démarches qui sont en cours? Je pense qu'il y a de plus en plus de pression là, au niveau ministériel, là, au niveau du gouvernement du Québec, de faire un peu ces audits-là, parce qu'il y a aussi des questions de coûts là, à ça. Là. On peut sauver éventuellement des coûts, puis on sait les enjeux énergétiques qui nous attendent. Là. Fait que la pression, elle s'en vient un peu des deux bords, mais informez-vous auprès de votre comité de développement durable. Ouais. Merci. Et on a une autre question qui, je pense, c'est la dernière, elle va peut-être bien finir Ouais. la présentation. Donc, si tu voudrais rêver à quelque chose de plus régional, par exemple Montréal, Mhm. en lien avec les changements climatiques, quelles seraient tes priorités? Ben, c'est très difficile à répondre, là. Euh, c'est sûr qu'au niveau régional, ben, tu sais, moi, je pense autant en termes tu sais, de réduire l'empreinte du réseau. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire au niveau régional, au niveau des transports. Tu sais. Ça, je pense que ça sort aussi là, tu sais, du cadre de juste mon petit établissement. Tu sais. Si on passe à un niveau régional, d'avoir évidemment une meilleure offre de transport en commun, un covoiturage beaucoup plus efficace, la promotion des transports actifs de façon beaucoup plus appuyée. Ça, ce serait comme un gros morceau. Après, il y a aussi tout, je pense, qui touche le verdissement. Tu sais, la Sauverdi le fait déjà à Montréal. Là. Je pense je n'ai pas tout suivi, mais je pense qu'ils sont quand même rendus avec toutes les 6 CIUS, là, tous les CIUS de Montréal, là, les 5, à utiliser les terrains qu'on possède dans le réseau de la santé puis les verdir. Fait que, tu sais, ça va offrir de la canopée, ça va offrir tu sais, du rafraîchissement l'été pour les îlots de chaleur, de la purification de l'air au niveau de la qualité atmosphérique. Fait que ça, c'est au niveau régional, je pense que c'est vraiment intéressant. Puis après ça, ben aussi en tout ce qui est de l'adaptation, là, tu sais, se préparer. Là, on a vu le débit cet été, les orages violents, les feux de forêt, on les a vécus. Fait que tout ça, c'est des aspects régionaux là, qu'il faut prévoir. Là, comment est-ce que ensemble, on va pouvoir s'épauler là, quand il y a une partie de la région qui va être en mauvaise posture pour que le réseau de la santé du reste de la région puisse supporter puis venir en appui puis absorber un petit peu là, la demande des besoins. Fait que ça, je pense que ça pourrait être des bonnes avenues. Merci beaucoup, Émilie. Je trouve que c'est des bons points, en effet. Je vais terminer. Je pense qu'on va conclure là-dessus. Euh, donc, merci aussi à toutes les personnes là, qui ont pris le temps d'aller répondre au sondage de satisfaction. Si vous ne l'avez pas fait, là, allez dans le chat, le lien est là. Et on va pouvoir également là, vous partager par courriel les différentes ressources qui ont été présentées aujourd'hui. Et si ce n'est pas encore fait, bien, je vous invite à aller vous abonner à notre infolettre et à notre LinkedIn là, pour suivre là, pas mal tout ce qu'on fait. Puis la majorité des choses qui ont été présentées aujourd'hui, c'est des choses qu'on diffuse régulièrement à travers nos différents
médias de communication. Donc, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis au plaisir de vous revoir là, lors d'un autre événement.